Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Christophe Carillo. Donc on va essayer de répondre à quelques questions, mais surtout lui là déjà pour commencer, parce qu'on a pas mal de questions, et puis surtout moi personnellement j'aimerais lui poser des questions sur la nutrition, l'entraînement et un petit peu sa mentalité, ses méthodes d'entraînement. Voilà, donc salut Christophe. Salut Théo, enchanté. De même. Salut à tous. Donc on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître? Alors, on va faire version courte. Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, Théo, dans le karaté. Karaté artistique, donc c'est une forme de karaté qui est plus démonstratif que combatif. J'ai été donc 5 fois champion du monde de cette discipline et j'ai pratiqué beaucoup de sports justement pour en permanence chercher à m'améliorer dans cette discipline qui était très, on va dire, qui demande des qualités physiques très vastes, explosivité, une certaine plastique corporelle, parce que souvent on faisait des trucs torse nu dans les finales et des choses comme ça, souplesse, maîtrise du karaté bien évidemment, acrobatie, parce que dans les dernières années de la compétition, c'est ce qui était valorisé en compète. Sens du rythme, puisque c'était très souvent exécuté en synchronisation avec de la musique. Donc, si les internautes veulent s'amuser à chercher Christophe Carillo sur YouTube, ils trouveront des vidéos là-dessus. Et pendant de nombreuses années, on m'a souvent posé des questions sur la façon dont je m'entraînais, la façon dont j'arrivais à performer, la façon dont j'arrivais à récupérer, etc. Et petit à petit est née en moi l'envie de développer à la fois une relation d'aide avec les gens qui pouvaient me suivre ou me faire confiance. Et puis il y a eu un vrai tournant dans ma carrière lorsque j'ai eu une rupture totale du mollet droit à la suite d'un saut. J'ai mon mollet qui s'est entièrement arraché, il est passé derrière les fascias du genou, donc j'avais une boule derrière à l'arrière du creux poplité. Et mauvais diagnostics, pas d'opération alors que j'aurais dû être opéré. Bref, ça a été quasiment 1 an et demi de galère pour me sortir de ce problème. Et en même temps, ça a été une vraie bénédiction puisque c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup des techniques que j'enseigne aujourd'hui et dont je parle dans mes bouquins aux États-Unis, que j'ai synthétisé, que je me suis approprié avec mon propre passé sportif. Parce que comme d'habitude, il y a la théorie puis il y a la pratique, comme on le sait souvent. Et donc des fois, j'apprenais des choses, je constatais que mon corps ne fonctionnait pas bien. Et donc, le CTS, parce que je crois que c'est la question que tu vas me poser après, qui est mon système d'entraînement, c'est vraiment la synthèse de ce qui a marché le mieux pendant toutes ces années pour moi et que j'ai pu expérimenter sur d'autres athlètes de haut niveau et puis par la suite des gens qui n'étaient pas forcément des sportifs de haut niveau. Voilà. Et donc depuis quelques années, je suis devenu un auteur de livres, un formateur et occasionnellement un coach, parce que je coach plus beaucoup, mais voilà. D'accord, donc en fait tu pratiques depuis combien de temps ta méthode d'entraînement? Alors ma méthode d'entraînement, véritablement, je la pratique depuis 2003. Voilà. Avant, j'avais une approche qui était beaucoup plus classique. Je faisais beaucoup de travail avec charge, poids et haltères, les méthodes bulgares pour développer l'explosivité. Très tôt, je me suis intéressé à la pliométrie parce que la pliométrie ce sont tous les exercices où on rebondit, donc les pompes où on rebondit au sol, les sauts que vous pouvez faire, parce que c'était ce qui était le plus proche finalement de ma discipline sportive. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup pratiqué avec des méthodes classiques de musculation, développé couché, squat, etc. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup moins, ça fait partie de mon entraînement, mais à hauteur de 15 à 20%, comme je dis souvent. Soit sous forme de rappel, de temps en temps, je fais
je me mets sous des barres et puis je pousse des barres. Soit c'est carrément intégré en début ou en fin de séance un peu plus exotique comme on les trouve dans le CTS, quoi. D'accord. Et au niveau des performances, tu arrives à maintenir de bonnes performances avec ta méthode? Oui, alors si tu veux, ce qui est assez rigolo, j'ai un record en squat, en demi-squat qui était de 178 kg pour 73 kg de poids de corps à l'époque. Et aujourd'hui, sans faire de squat, on va dire de façon régulière, juste en travaillant au poids de corps avec des élastiques, en faisant encore pas mal de pliométrie, de temps en temps, quand je remets des barres, je reste facile à 130, 140 kg en série en demi-squat. Mais par contre, je pense que c'est ce qui peut intéresser les internautes. C'est pas mes jambes qui fatiguent, c'est vraiment mon dos, si tu veux, mes disques qui tout de suite me disent voilà, le squat c'est peut-être plus pour toi. Voilà. Je pourrais faire des séries beaucoup plus. D'ailleurs, ce que je fais, c'est que je fais des séries beaucoup plus longues avec des poids beaucoup plus légers. Tu augmentes un peu le temps sous tension. Exactement, ouais. Je reste à 80-90 kg, je fais des séries de 40-50 reps. Et là, j'ai pas mal au dos et je sens vraiment un bon travail au niveau des cuisses. Voilà. Dès que je commence à charger trop, c'est pas mes jambes qui me rappellent à l'ordre, c'est vraiment le dos, quoi. Ok. Ben là, on va passer sur une question un petit peu plus détaillée. Donc, c'est les étirements. Est-ce qu'ils sont bons pour l'hypertrophie musculaire? Alors, c'est une question plus complexe, tu veux dire, pas forcément détaillée. Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble de notre musculature fonctionne avec ce qu'on appelle des plans de glissement. C'est-à-dire, chaque muscle coulisse les uns sur les autres avec un système de strates musculaires. Et lorsqu'on s'entraîne, on crée tout un tas de micro-traumatismes qui génèrent petit à petit des adhérences. C'est-à-dire qu'entre ces fameuses strates, ces fameuses fibres musculaires, on a un épicissement en fait, des fascias, du collagène, de manière à justement ce que les tissus soient beaucoup plus solides, beaucoup plus rigides, soient plus résistants à l'entraînement. Mais le problème, c'est que cet excès de collagène, à terme, petit à petit, au fil des années de muscu, il crée ce qu'on appelle des adhérences et il limite la mobilité des tissus, c'est-à-dire la mobilité des plans de glissement. Donc les fibres musculaires, elles coulissent moins bien les unes par rapport aux autres. Et ça peut devenir problématique, déjà parce que entre deux fibres musculaires, vous avez des capillaires qui circulent. Les capillaires, c'est ce qui apporte les acides aminés, le sang, etc. Si vous avez trop d'adhérence, vous avez des capillaires qui sont trop comprimés, donc vous avez une mauvaise alimentation au niveau des tissus. Donc la première raison pour pouvoir pratiquer éventuellement des étirements ou des automassages qui sont une forme de micro-étirement très localisé, c'est de favoriser la circulation sanguine inter- et intramusculaire. Voilà. Donc ça c'est vraiment le premier point. Après, l'autre raison de pratiquer des étirements lorsqu'on veut augmenter la masse musculaire, c'est que si tu as, par exemple, j'essaie de garder des explications les plus simples possibles, parce que souvent on me reproche de partir loin. Si pour qu'un ensemble de muscles fonctionne bien entre eux, il faut qu'il y ait une bonne coordination entre les muscles, ce qu'on appelle la coordination intramusculaire ou intermusculaire quand on parle de plusieurs muscles. Le problème, c'est que lorsque tu as trop d'adhérence dans ton système musculaire, tu diminues cette communication. Et par voie de conséquence, tu développes moins de force, donc tu es capable de mettre moins de tension dans tes séries, moins de temps sous tension, tu génères moins de dégâts éventuellement au niveau des fibres musculaires, et par voie de conséquence, tu atteins des plateaux. Donc, les étirements, déjà, vont permettre de favoriser, encore une fois, une meilleure circulation des nutriments après l'entraînement, d'accord, de relâcher un tout petit peu les tensions. Si tu gardes ton biceps congestionné après ta séance, plus longtemps il est congestionné,
plus ça va être difficile d'avoir un apport de nutriments à cet endroit-là. En revanche, s'il y a une circulation qui s'effectue, ça sera beaucoup plus facile, si tu veux, d'entamer les processus de réparation, etc. Donc, placer plutôt les étirements après une séance type hypertrophie. Absolument. Voilà. Alors, tout dépend du type de séance que tu vas produire. Si par exemple tu es sur un type de séance, un nouveau programme, quelque chose qui va générer de très fortes courbatures parce que tes tissus ne sont pas habitués à cette forme d'entraînement, il vaut mieux faire des étirements de manière non agressive parce que ton entraînement est déjà un stimuli qui est trop stressant pour tes fibres. Donc si j'étire en plus des fibres qui sont déjà traumatisées, dans lesquelles il y a déjà des micro-dommages, je vais rallonger en fait le temps de récupération. Donc ça ne va pas forcément être optimal. Par contre, quand tu es dans une routine d'entraînement que tu pratiques déjà depuis quelques jours ou quelques séances, là ton corps a commencé à s'adapter, tes tissus ont commencé à s'adapter, et là tu vas vraiment tirer parti d'une pratique d'étirement, quoi. Voilà, en post-training. Ok. Donc, prochaine question. Alors, as-tu une astuce pour bien récupérer sans stopper l'entraînement? Pour les passionnés, en fait. Alors, le conseil numéro 1, pour vraiment ceux qui ne veulent pas prendre trop de jours de récup ou de choses comme ça, c'est, il y en aurait 2, il y en aurait 3. Le premier, les automassages. Ouais. Ça, j'en parle tout le temps. Les gens disent il nous saoule Cario avec ses automassages. Mais je vous encourage vivement à pratiquer des automassages régulièrement. Donc il y a des outils d'automassage, vous avez des rouleaux, des bâtons, mais vous pouvez simplement utiliser une balle de tennis qui est gratos et commencer par vous masser, c'est-à-dire masser les pecs, masser les fesses, masser le haut du dos contre un mur, tout ça pour aider, si tu veux, à relâcher les tensions, favoriser la circulation sanguine et donc permettre l'apport de nutriments post-entraînement et justement favoriser le passage dans une phase optimiser, si tu veux, le passage à la phase anabolique, quoi. D'accord ? Ça serait mon conseil numéro 1 pour les gens. Deuxième conseil, bien entendu, la nutrition. Pas de bonne récupération sans une bonne nutrition. Moi, j'en suis convaincu. Je pense que toi aussi, Théo. Ouais. Voilà. Troisième conseil, l'eau froide. C'est-à-dire tout ce qu'on voit de plus en plus d'athlètes de très haut niveau utiliser les bains glacés, etc. Ça a de vraies vertus en termes de récupération. Donc ça, pareil, ceux qui ont la possibilité d'avoir accès à des bains froids ou qui peuvent simplement prendre une douche froide après l'entraînement. Ouais, ça suffit, voilà. La douche. C'est pas optimal, mais ça sera toujours mieux que de rien faire. D'accord. D'accord ? Donc, parce que le fait d'utiliser le froid va permettre de passer encore une fois dans un mode de récupération au niveau du système sympathique et parasympathique beaucoup plus rapidement que si tu laisses ton corps récupérer à son rythme, c'est-à-dire le métabolisme, ralentir plus progressivement, quoi. Voilà. Après, c'est des stratégies que les gens doivent essayer, qu'on doit pratiquer, parce que chaque personne réagit différemment, un peu comme avec la diète. Ouais. Mais les automassages, j'ai jamais rencontré personne qui n'en tirait pas réellement un profit. L'alimentation, je pense que ça devient vraiment une valeur sûre, surtout forme d'alimentation que tu préconises, Théo, et qui rejoint globalement celle que je préconise également. Voilà. Après, bon, il y a des gens qui te diront que prendre un bain d'eau glacée en hiver, c'est pas trop leur tasse de thé. Je peux les comprendre, mais ça marche également, quoi. D'accord. Voilà. À tester alors. À tester, voilà. Pour les courageux. Alors, prochaine question, les tendinites. Faut-il stopper l'entraînement ou non? Alors ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'ai débuté la musculation et j'avais un problème à l'épaule. Ouais. J'avais un problème à l'épaule parce que je faisais mal mes mouvements et je m'étais arrêté une fois parce que je me suis dit il faut que je m'arrête, il faut que ça récupère, j'ai une tendinite. Donc ça a disparu avec le temps et j'ai recommencé à m'entraîner, elle a réapparu quelques mois plus tard quand j'ai recommencé à progresser un petit peu au niveau des charges et cette fois-ci j'ai pas arrêté l'entraînement et j'ai constaté
le même temps de récupération entre les deux. Donc c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'il faut obligatoirement stopper l'entraînement lors d'une tendinite en fait? Pour moi c'était à l'épaule, mais ça peut être ailleurs. Alors déjà, il y a deux formes de tendinopathie. On parle de tendinopathie plus que de tendinite. Tendinite, c'est une ancienne version. Tendinopathie, c'est ce qui englobe, si tu veux, toutes les pathologies tendineuses. Donc, tu as les tendinopathies qui sont réactives, c'est-à-dire le tendon s'enflamme suite à un entraînement. Par exemple, la semaine dernière, tu prenais 50 kg au développé couché, et puis cette semaine, tu te dis je vais faire un test à 100 kg. Voilà. Donc, globalement, on a une augmentation qui est quasiment exponentielle de 100%. Ça, les tendons, ils supportent mal. D'accord ? Donc, le lendemain de l'entraînement, tu vas avoir des courbatures liées à la charge, mais tu vas également avoir un début d'inflammation au niveau de tes tendons. Donc ça, c'est ce que j'appelle des tendinites réactives, et ça, il faut absolument du repos. D'accord ? Donc, généralement, en 48-72 heures, ça passe. En revanche, après, tu as d'autres formes de tendinites qui sont des tendinites qui sont plus chroniques et qui sont liées justement à une mauvaise régénération du tendon. C'est-à-dire ton tendon, comme tes muscles, il se régénère, il se reconstruit, mais pas du tout à la même vitesse. Okay ? Donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand on a l'habitude de beaucoup s'entraîner ou qu'on s'entraîne régulièrement, etc., les muscles récupèrent à une certaine vitesse, mais les tendons, eux, récupèrent à une autre vitesse. Et des fois, il y a un déséquilibre de récupération qui fait que musculairement parlant, tu te sens en forme, mais tes tendons, eux, sont encore en train de récupérer. Et c'est comme ça que les gens tombent dans des pathologies inflammatoires, des tendinopathies chroniques. Et donc, pour ces gens-là, l'intérêt, justement, c'est de ne surtout pas s'arrêter de s'entraîner, parce que l'idée, c'est de maintenir une tension suffisante au niveau du tendon pour lui apporter encore des substrats et surtout pour aider, si tu veux, les fibres de collagène qui sont en train de se réparer à garder le bon alignement. Tes fibres musculaires ou tes tendons, elles ont un certain alignement, d'accord ? Et lorsqu'elles se réparent de manière anarchique, c'est-à-dire lorsqu'on ne les aide pas à bien récupérer, au lieu de se réparer de manière bien alignée, elles se réparent de manière un petit peu anarchique. Et quand tu reprends, c'est là que la tendinite ou la tendinopathie, elle réapparaît, parce que justement ton tendon, il n'est pas optimisé à nouveau pour la charge. Donc, tendinite fraîche, tendinopathie fraîche, ce qui est important, c'est de vraiment prendre du repos, parce qu'encore une fois, ou alors de ne pas solliciter la zone, ce que j'appelle la règle de la non-douleur. Je peux me reposer pendant 72, voire quelques jours, il ne se passera rien de grave, quoi. Par contre, dès que tu dois faire face à des tendinopathies chroniques, des tendinites chroniques, là il vaut mieux choisir des mouvements qui ne font pas mal, qui ne génèrent pas la douleur, mais maintenir quand même un entraînement de la zone. Voilà. Donc règle de la non-douleur, mais pas d'agression supplémentaire sur le tendon, quoi. Et le plus important pour éviter la chronicité des tendinites, c'est vraiment de respecter cette règle de la non-douleur, quoi. Parce que j'ai, un peu comme toi, mais moi, j'ai tellement écrit des livres sur la prévention des problèmes sportifs que j'ai beaucoup de gens qui ont mal partout qui m'écrivent. Et très souvent, les gens sont en galère comme ça. Et c'est vraiment le conseil numéro 1 que je leur donne. C'est, vous pouvez faire tous les exercices que vous voulez, à condition qu'ils ne génèrent pas d'inflammation pendant la séance et surtout après la séance, à l'endroit où vous avez mal de façon chronique. Voilà. Donc là, c'est vraiment du cas par cas, quoi. C'est la personne doit s'analyser, choisir son exercice qui va vraiment ne lui procurer aucune douleur. Alors déjà s'analyser, mais également Théo, peut-être se faire corriger. C'est là que prendre quelques séances avec un coach ou demander des conseils à quelqu'un de plus expérimenté, ça va aider, parce que le nombre de personnes que je connais qui pensent bien savoir s'entraîner et qui en fait font mal certains mouvements, tu vois, qui vont créer des conflits acromioclaviculaires ou des choses comme ça, il y en a énormément.
Donc l'idée, voilà, c'est quand tu es face à un problème chronique, première question c'est est-ce que je fais correctement mes mouvements? Deuxième question c'est est-ce que ces mouvements ils sont adaptés à ma morphologie? Troisième question, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à entretenir, si tu veux, ma musculature, la circulation sanguine locale pour apporter de l'oxygène, des substrats pour que le tissu se régénère, mais sans l'agresser de façon supplémentaire. Okay. Et donc c'est là qu'il faut avoir plusieurs angles de travail, varier ces angles de travail, tester un petit peu. Ah, tac, sous cet angle-là j'ai un petit peu mal, sous cet angle-là j'ai plus mal. Bon, je continue à travailler, mais que sous cet angle-là. D'accord. Voilà. Ok. Alors, prochaine question. Le cardio pour sécher, grand débat, penses-tu qu'il est utile lors d'une phase de régime en parallèle à la musculation? Alors, je répondrai par ça dépend. Ouais. Je pense que ça dépend du passif des individus, ça dépend de leur métabolisme. Je te donne un exemple. Moi personnellement, j'alterne souvent les deux, c'est-à-dire je fais des phases où je ne fais pas du tout de cardio et je sèche. Et par contre, il y a des phases où si je ne fais pas de cardio, je n'arrive pas à sécher comme je veux, quoi. Donc c'est vraiment, à mon sens, vraiment en fonction du métabolisme de chaque individu, certainement des périodes de l'année. Parce que le métabolisme hormonal il change au fil des saisons. On n'a pas le même métabolisme en été qu'en hiver. Donc voilà, je pense que les gens doivent essayer. Et puis bon, à moins de... On n'est pas sur une logique, je fais ma muscu le matin et puis je cours un marathon l'après-midi. Donc il ne faut pas avoir non plus peur de faire trop de cardio. Ouais. Mais je te poserai la même question tout à l'heure, Théo. Tu me donneras ton avis à toi. Alors, prochaine question, les élastiques, pourquoi et comment les utiliser à domicile? Alors pourquoi les utiliser à domicile? Déjà pour offrir une résistance, voilà, parce qu'on peut s'entraîner au poids de corps à la maison, mais bon, rapidement on peut tourner en rond au niveau des exercices, surtout si on a très peu de matériel. Donc l'avantage des élastiques, c'est qu'ils vont me permettre d'offrir une grande variété de mouvements supplémentaires, donc des mouvements classiques issus des poids et haltères, mais qu'on réutilise avec la bande élastique. Si je travaille ne serait-ce qu'au poids de corps, ça va me permettre par exemple de travailler le dos de façon efficace, et donc de travailler le principe agoniste-antagoniste, c'est-à-dire l'équilibre des muscles devant et l'équilibre des muscles derrière. Donc ça c'est vraiment les points de base. Et puis dans le CTS, mon système d'entraînement, c'est véritablement une méthode, si tu veux, principale, où quasiment la majorité des exercices qu'on fait dans la séance se pratiquent avec des bandes élastiques. Voilà. Puisque la bande élastique, c'est ni plus ni moins qu'une résistance du même style en fait que des disques. Voilà. Sauf que avec des disques, tu as une résistance qui est constante. Avec un élastique, tu as une résistance qui est variable, qui est progressive. C'est pour ça qu'on parle souvent de résistance progressive. Il y a certains angles où l'élastique tire très peu, donc il n'y a pas beaucoup de résistance. Et en revanche, il y a certains angles où le muscle est beaucoup plus contracté qu'avec des charges classiques. Et c'est souvent dans les zones les plus sécuritaires en plus. En plus. Ouais. Donc c'est aussi l'avantage du travail avec bande élastique à la maison. C'est qu'il faut vraiment faire le compte pour se blesser avec, quoi. Ouais. Voilà. Ok, donc ton avis sur les glucides, donc là c'est plus nutrition, ton avis sur les glucides, quel sportif en tire le plus de bénéfices et à l'inverse, qui peut les réduire sans souci? Alors là pareil, je te répondrai, ça dépend. Je pense que déjà il faut mettre en perspective de quoi on parle. Si on parle d'un pratiquant de musculation, je pense que vu que la muscu est un sport qu'on peut pratiquer de manières différentes, il y a plusieurs stratégies possibles en matière de glucides qui vont vachement dépendre du métabolisme de chacun.
Il y a par exemple des gens qui vont avoir une progression sans consommer de glucides ou en mangeant vraiment de façon minime. D'accord. Inversement, tu as des gens, s'ils n'ont pas de glucides dans leur alimentation, et malgré une bonne programmation de l'entraînement, ils n'arrivent pas à prendre un seul kilo. Donc, je pense que la première des stratégies, moi je suis quelqu'un qui répond mal aux glucides, c'est-à-dire j'ai un métabolisme qui n'est pas optimisé pour les glucides. Si j'en consomme, on va dire, de manière normale, c'est-à-dire comme la majorité des gens le font, eh ben, j'ai un corps normal, c'est-à-dire déboué sur le côté, des abdos qui ne sont pas dessinés, etc. Il faut vraiment que je suive une approche un peu hypoglucidique, où vraiment, dans CTS Nutrition, mon livre sur la nutrition, j'appelle ça mériter ses glucides. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai fait du sport, j'estime que mes muscles méritent en fait leurs glucides pour reformer un peu les stocks de glycogène. C'est vraiment dans ces moments-là que j'en consomme, sinon j'essaie de ne pas en consommer. Sinon, chez moi, ça se transforme facilement en graisse. Mais j'ai également des gens, des lecteurs de CTS Nutrition, qui me disent que s'ils ne mettent pas un petit peu de glucides à chacun de leurs repas, ils ont très peu de progression en termes de muscles, etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, moi, c'est ce que je me pose, c'est que souvent, en fait, on associe les glucides, on les associe. C'est un petit peu la variable qui va faire qu'on va augmenter ses calories. Oui. Parce que souvent, les gens, moi, je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de glucides ou parce qu'ils n'ont pas assez de calories? Tu vois la différence? Oui, bien sûr. Parce que les glucides, c'est un petit peu la facilité pour augmenter ses calories. Bon, il y a les lipides aussi, mais c'est plus, pour en trouver des sains, c'est moins facile. Donc la question que je me posais, moi, c'est est-ce que les gens réagissent pas en termes de prise de muscle en prenant plus de glucides? Est-ce que ce serait pas forcément en prenant plus de glucides, plus de lipides, plus de protéines? Parce que vu que c'est un petit peu la facilité aujourd'hui, on se gave de glucides et c'est certain qu'il va y avoir des progrès sur la balance, en termes de force aussi et de volume, on va dire. Mais je te coupe Théo, pendant un certain temps. Parce que ton âge, on peut le dire. Hein, 26 ans. Donc tu as 26 ans, je vais en avoir 38. Et moi j'ai fait partie de ces jeunes qui ont suivi pendant des années les recommandations officielles, c'est-à-dire je mangeais entre 400 et 600 grammes de glucides par jour, tu vois. Pendant mes premières années de sport de compétition, ça a fonctionné, c'est-à-dire j'étais performant, j'étais musclé, sec, etc. Mais bizarrement, au fil de mes années, et plus j'avance dans l'âge, et moins je réponds favorablement aux glucides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré une diète qui est résolument hypoglucidique, j'en consomme, grosso modo, entre 100 et 150 par jour, tu vois, en grammes, tout confondu, ceux qu'il y a dans les légumes, les fruits et tout ça. Je continue à avoir un physique qui est même un peu plus athlétique qu'à mes années de compétition. Donc là où je veux en venir, effectivement, je pense qu'il ne faut pas rester, si tu veux, cloisonné dans cette notion de sans glucides, pas de progrès, sans protéines, je ne peux pas construire de muscles. Je pense qu'il faut revoir les choses dans leur ensemble. Ce qui est important pour la performance, la santé et l'esthétisme, c'est d'avoir une alimentation qui est relativement équilibrée. La question que beaucoup de gens se posent, c'est qu'est-ce que l'équilibre? Combien de protéines, combien de glucides, combien de lipides? Et ça, malheureusement, c'est un petit peu à chacun de trouver ce qui lui correspond le mieux, quoi. Donc, toi et moi, apparemment, on fonctionne mieux quand on est dans des états qui sont plutôt hypoglucidiques. Mais il y a également des gens qui ont besoin d'un petit peu plus de glucides. Je pense par exemple à des gens qui ont une vie excessivement active, des gens qui travaillent par exemple, qui ont des métiers manuels, etc. Ils ont besoin de plus de glucides que moi qui ai plus aujourd'hui un boulot sédentaire où je suis sur mon ordinateur toute la journée. La dépense énergétique n'étant pas la même, peut-être que... Voilà. Donc, pour résumer, et pour aller un petit peu plus loin dans ce que tu disais, première des choses, revoir son alimentation dans son ensemble, et deuxième des choses, surtout garder en tête que le métabolisme, il évolue au fil des âges. Ce qui est
valable aujourd'hui, à 26 ans pour toi, ne sera peut-être pas valable un peu plus tard quand tu avanceras dans tes années. Peut-être que dans 15 ans, tu prendras 800 grammes de glucides par jour, Théo. Ça serait mieux, ça. C'est la facilité. Enfin. Alors, dernière question. Les stages CTS, est-ce que tu peux nous donner le contenu et les dates et les lieux d'inscription? Alors, les stages CTS sont des stages donc c'est principalement les stages d'été, sont des stages que j'organise à côté de Montpellier, donc soit du côté de Fabrègues, soit du côté de Palavas, les flots. Le concept c'est simple, c'est une semaine d'entraînement, 2 entraînements quotidiens pour apprendre, comprendre et surtout mettre en pratique les techniques du CTS, donc entraînement avec les bandes élastiques, savoir s'étirer, savoir s'automasser, quand c'est que je m'étire, quand c'est que je me masse, quand c'est que j'utilise des bandes, comment planifier mon cardio, etc. Comment faire des figures, parce que bon, moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment les figures qu'on voit en street workout, tu sais, les muscle-up, les drapeaux et tout ça. Donc voilà, tu apprends tout ça en une semaine. Le stage qui est généralement au mois de juillet est un stage pour tout niveau sportif. Le stage que tu retrouves en août est plus pour un niveau avancé, des gens qui ont déjà une certaine expérience. Voilà. Et pour les infos, tu les retrouves sur mon site internet. D'accord. Il reste des places pour cette année? Il reste plein de places puisque j'ai pas encore mis les dates en ligne. D'accord. Voilà. Ok. Écoute, on va voir pour la suite. Ouais. Alors à mon tour maintenant Théo, on va faire le miroir, le jeu du miroir, parce que l'idée c'était aussi de donner à la chance aux internautes qui sont sur mes réseaux d'un petit peu mieux te connaître. D'accord. Donc on voit que tu es musclé, si on cherche un petit peu sur ton Facebook et ton site internet, on voit que tu fais plein de choses sur la musculation, l'esthétisme corporel. Pourquoi t'en es arrivé là? Quelle est ta démarche un petit peu là-dedans et tout ça? En fait, j'étais toujours passionné de physique musclée quand j'ai démarré la musculation, etc. Mais j'ai commencé en fait à vraiment m'y intéresser quand je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup trop de poids. D'accord. Parce qu'en fait, dans les salles de sport, je me rendais compte d'une chose, c'est qu'il y avait en général 1 ou 2 personnes qui étaient vraiment très bien faites, très athlétiques, avec des beaux abdos, etc. Et le reste des personnes en fait étaient souvent très musclées, mais pas esthétiques. On voyait que c'était des super athlètes, mais qui avaient un problème, c'est la nutrition. Et en fait, j'ai commencé à me pencher sur ce qui est la nutrition sportive. Et je me suis perdu en fait dans tout ce qui s'est dit sur internet, sur les forums, sur les sites. J'ai commencé un petit peu à filtrer les informations parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des informations de qualité sur certains sites et d'autres un petit peu moins bonnes, plus généralistes. Et j'ai décidé d'appliquer en fait. Il fallait que je trouve une solution pour concilier la musculation qui me prenait beaucoup de temps, un régime alimentaire qui me permettrait en fait de perdre tout le gras que j'avais accumulé pendant mon adolescence et toutes les sorties que j'ai pu faire, etc. Et en même temps que je continue à avoir une vie sociale en fait. Donc il fallait que je continue à aller au restaurant de temps en temps avec mes potes, pouvoir manger une pizza si ma nana voulait manger une pizza, etc. Donc tout ça en fait ça a donné une entre guillemets méthode alimentaire et d'entraînement en fait qui m'est un petit peu propre et que qui a très bien fonctionné en fait parce que j'ai perdu presque 20 kilos en 3 ou 6 mois, je ne me rappelle plus exactement, mais très rapidement. Et les gens m'ont posé des questions parce que les gens m'ont vu me transformer et ils se sont dit mais comment t'as fait, c'est quoi ton régime, etc. Je me suis dit écoute, je vais t'en faire profiter si tu veux, je vais t'en parler un petit peu. Et une autre personne me demande, pareil, j'en fais profiter, je me suis dit à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose. J'aime bien parler, j'aime bien écrire, donc je me suis dit, je vais ouvrir un blog, et puis on verra bien, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le même cas de figure que moi, qui ont envie de conserver une vie sociale, et de s'entraîner, et de sécher, etc. Et en fait, le blog a assez bien marché, les gens m'ont envoyé plein de questions, et voilà, de fil en aiguille, moi j'ai continué sur ma route, de continuer à progresser, de garder la ligne, et de surtout essayer d'être en santé, tout en ayant une vie entre guillemets classique,
pas au point de vue alimentaire, parce qu'on sait que si on a une vie classique, on ne peut pas avoir de très bons résultats, mais au niveau social. Continuer de ne pas me couper du monde comme malheureusement beaucoup de sportifs entre guillemets de haut niveau, de culturistes se coupent du monde aujourd'hui. D'accord. D'ailleurs, je crois que tu as recueilli, finalement un petit peu synthétisé ton approche de l'alimentation et de l'entraînement sous la forme d'un e-book. C'est ça qu'on peut retrouver sur ton site. C'est ça, ouais. D'accord, bah, c'est génial. Donc ouais, j'ai mis en fait tout ce que j'ai appris entre guillemets et que j'ai expérimenté sur moi, je l'ai mis plus en détail que sur mon site sous forme d'un e-book qui est disponible sur mon site. D'accord, donc c'est vraiment une synthèse pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en termes de musculation esthétique, etc. Voilà. Sur l'approche de Théo. Donc je vous encourage vivement à jeter un coup d'œil dessus parce que comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Voilà. Moi j'aime bien les choses qui fonctionnent. Et quand on le voit, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas, son approche. Merci Christophe. Alors, deuxième question que j'avais à te poser, tu m'as posé une question tout à l'heure sur le cardio. Alors, je sais parce que je suis, Théo, c'est une de mes sources de motivation quand j'ai un peu de mal à me bouger le cul. Donc je vais voir son Facebook, je vais voir ses photos d'entraînement et je me dis, bon allez, il faut retrouver un peu de niaque. Donc je sais en lisant un petit peu ton Facebook et ton site que tu as une diète qui est prioritairement hypoglucidique. Mais par contre, j'ai dû zapper si tu fais ou pas du cardio. Et je sais que pour les gens qui font pas mal de, on va dire, une approche esthétique de la musculation, c'est toujours le même débat. On en a parlé tout à l'heure, je t'ai donné mon point de vue. Toi, à 26 ans aujourd'hui, cardio, pas cardio, obligatoire, pas obligatoire? Obligatoire, en fait, moi c'est pareil que toi, il y a quelques critères. C'est que si, moi personnellement, je fais du cardio minimum 2 fois par semaine, parce qu'en fait, ça fait que rajouter une dépense calorique supplémentaire. Et j'ai fait 2 tests. Moi, en fait, je cherche pas trop je pousse pas trop en fait les recherches. Et les recherches, je les fais surtout sur le terrain, en fait. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai essayé de faire un régime complet. Donc une sèche sans cardio et une avec cardio. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la rétention d'eau qui se crée lors d'un régime, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'inflammation, en plus gros travail des abdominaux, etc. La rétention d'eau avec le cardio, en fait, a tendance à s'évacuer plus facilement, pour moi en tout cas. Donc, si y a certaines personnes qui ont ce problème, par exemple au régime, ça peut être une solution d'essayer de faire le cardio. Et la deuxième chose, c'est que j'ai un travail qui est pareil, sédentaire, donc je m'entraîne pour moi 2 heures d'entraînement par jour, même divisé en 2, parce que des fois je m'entraîne 2 fois, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Finalement, c'est pas grand chose comme activité sur toute une journée, comparé au bûcheron ou au maçon qui va faire 8 heures de soulever des pierres, etc. toute la journée. Donc, le cardio dans tout ça, je pense que pour une personne qui a peu d'activité physique, que ce soit même en prise de masse ou en sèche, je pense que ça peut être un plus. Ne serait-ce que pour entretenir un métabolisme, une vitesse de métabolisme plus haute, quoi. Enfin, essayer de gagner quelques points là-dessus. Alors, donc, quand tu fais du cardio, Théo, tu fais quoi exactement? Du vélo, de la marche à pied sur plan incliné, de la course? Quand je suis au régime, j'essaye de ne pas trop me griller nerveusement et au niveau du souffle, etc. Donc je fais plus du cardio en fait basse intensité. Donc par exemple, je vais marcher entre je sais pas si 7,5 km/h ou 8 km/h, mais je vais mettre la pente à 12% sur un tapis. Et ça pendant 35-40 minutes. Enchaîner avec 10 minutes de vélo, pareil, même cadence, tranquillement. Et finir avec, toujours dans l'esprit cardio, en fait, des abdominaux, en série très longue. En circuit? Voilà, en circuit ou un seul exercice, mais pendant 10 minutes. Je vais essayer de brûler. Je ne vais pas respecter un mouvement très propre, etc., mais vraiment dans l'optique cardio. Petit mouvement pour entretenir en fait une intensité stable. D'accord. Et ça pendant, en général, ça ne dure pas plus de 45-50 minutes, tout compris. D'accord. Avec les abdos. Ok. Et ça, j'aime bien le faire le matin, le ventre vide, quoi. À jeun. Ouais. Okay. Moi, je suis pour le cardio à jeun. S'il doit être fait pour moi, c'est plutôt à jeun ou assez espacé d'un repas. D'accord. Je trouve pas ça logique de. Après, ça, c'est mon point de vue. Ouais, mais c'est intéressant. Tous les points de vue sont bons à prendre. Autre question que je voulais te poser, Théo. Pour toi, hypoglucidique,
Ça signifie quoi? Ça signifie que par exemple en semaine, puisque je sais que tu fais une journée de triche hebdomadaire, ça veut dire que tu consommes aucun glucide? Ou comment tu appréhendes ça? Bah en fait, je suis obligé de dire aucun glucide sur internet parce que les gens, quand ils pensent à glucides, ils pensent à féculents, pain, pâtes, enfin tout ce qui est commun. D'accord. Par contre, légumineuses, j'en consomme un petit peu, patates douces un petit peu, mais dans l'ensemble, en fait, c'est surtout, on va dire que si je fais un entraînement très très dur de cuisse par exemple, et je vais en prendre un petit peu après l'entraînement. D'accord. Donc déjà pour avoir un peu plus de calories et puis pour récupérer un petit peu plus rapidement aussi. Mais sinon, je peux très bien me passer du lundi au vendredi à manger uniquement que protéines, lipides et légumes. D'accord. Donc, quand je dis que je suis à 0 glucides par exemple, c'est vraiment 0 glucides direct, quoi. D'accord. Il n'y a Pas de céréales, non, pas non. de patates douces, d'accord. Il n'y a que quand j'essaye de progresser un petit peu en essayant de prendre un petit peu de poids que je vais les intégrer. Mais même en période de prise de poids, des fois je suis plus bas que certains quand ils essayent de perdre du gras. Donc, quelque part j'ai progressé de cette façon. Donc je vais pas, pour l'instant je ne vais pas changer de système. D'accord, oui, ça marche pour toi. Donc, je sais que je peux prendre du poids plus facilement, plus rapidement aussi, mais pas plus esthétiquement. Donc, et vu que c'est ma démarche... C'est-à-dire tu penses que si tu consommais un petit peu plus de glucides, tu prendrais peut-être un peu plus de masse musculaire plus facilement et plus rapidement. Mais en faisant par exemple de la rétention d'eau, des choses comme ça, c'est ça Théo? Du gras déjà, ça c'est sûr. Après, il faudrait que je me débrouille pour faire soit des séances plus intenses, soit plus régulières, parce que plus je consomme des glucides, plus j'ai l'impression que mon métabolisme a tendance à ralentir au fur et à mesure. Et j'ai pas en fait trouvé l'équilibre parfait entre consommation de glucides, prise de muscle et pas de prise de gras. Donc j'ai tout essayé, index glycémique bas, les consommer que autour de l'entraînement, etc. Mais je préfère augmenter un petit peu les lipides, par exemple. Et déjà en plus, ce qui est intéressant, c'est que les lipides, vu qu'il y a plus de calories, on a besoin de moins en manger, on n'est pas obligé de se gaver. Et de cette façon, je propose aux gens d'essayer, s'ils progressent et qu'ils prennent trop de gras lors de leur prise de muscle, essayer de réduire un petit peu les glucides et d'augmenter en parallèle un petit peu les lipides. Vous faites le test sur vous, vous verrez bien. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce point, qu'on n'est pas forcé de prendre des méga doses de glucides pour progresser, quoi. Mais par rapport à ce que Théo il vient de dire, moi je vous encourage vivement à essayer des choses. À partir du moment où vous variez des paramètres de votre entraînement et de votre nutrition de manière, on va dire, cohérente, consommer beaucoup de légumes, consommer du poisson et des blancs de poulet, ça n'a jamais tué personne. Si en plus de ça vous rajoutez de l'huile d'olive, des avocats, vous prenez pas beaucoup de risques pour votre santé, bien au contraire. Donc ce qui est intéressant avec le témoignage de Théo et sa vision de l'entraînement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait et je le suis, c'est que c'est un expérimentateur, c'est-à-dire que plutôt que de suivre ce qui se dit, etc., il met en application, il teste, il rejette ce qui ne marche pas pour lui et puis il continue sur ce qui fonctionne. Et moi c'est un petit peu ce qui m'a toujours animé pour le CTS. Ceux qui me connaissent le savent, et c'est aussi pour ça que j'apprécie la démarche de Théo. Voilà. C'est que oui, effectivement, des fois on ne comprend pas tout le pourquoi du comment de certaines choses fonctionnent, et toujours est-il que ça fonctionne. Voilà. Peut-être qu'on trouvera les explications dans quelques années, peut-être qu'on ne les trouvera pas. Voilà. Est-ce que c'est bien important de toujours tout comprendre? Je ne pense pas non plus. Le plus important c'est de s'entraîner, d'être heureux dans sa life, voilà. Ça. Et apparemment, ça lui réussit plutôt bien. Alors, pour ceux qui s'y sont pas encore mis, peut-être que c'est le bon. Si ça fonctionne pas, ils peuvent essayer, et puis sinon ils vont voir ailleurs. Mais c'est le but déjà, c'est quand on est passionné, c'est que quand on est passionné et qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est frustrant. Et le problème, c'est que si on est toujours à suivre la même direction sans progresser, et à un moment donné, il faut se dire non. On peut être 10 personnes à faire un marathon, sur les 10,
Les 10, ils ont la même méthode d'entraînement, mais il y en a un qui rame, c'est que la méthode d'entraînement n'est pas la bonne. Pour la nutrition, c'est la même chose finalement. C'est que tout le monde progresse dans ce sens-là, celui qui ne progresse pas, il essaye de suivre les autres. C'est peut-être c'est ce qui m'est arrivé, parce que j'ai vu, moi, quand je me suis inscrit en salle de sport avec des collègues, ils prenaient tous du muscle sec en mangeant, entre guillemets, mal. Je faisais pareil qu'eux. T'as vu le résultat, je t'ai montré la photo tout à l'heure. C'était pas beau à voir. Donc bon, aujourd'hui je suis le dernier, ils ont tous arrêté, je suis le seul à avoir continué. Mais j'ai dû m'asseoir, commencer à chercher, et réfléchir. Et puis me dire, bon, de toute façon, j'ai plus le choix, je vais tester ça pendant tant de temps, et puis ça marche pas, tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Et en fait, souvent par les échecs, on se rend compte qu'on apprend plus, parce que pour le futur, ça nous permet de créer des filtres en fait. En fait, un phénomène de passoire, et on sait que si on commence à être intéressé par ça, mais qu'on voit qu'il y a ce détail qui n'a pas fonctionné dans le passé, on peut se dire, bon, ça, d'office, on le met de côté. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne en fait. C'est que je sais ce qui fonctionne, et je sais surtout ce qui ne fonctionne pas. Donc ça me permet de créer beaucoup de filtres et de progresser tranquillement. Je trouve ça génial comme façon d'appréhender les choses. Ça va vraiment dans le même sens que moi, Théo. C'est super. Bon, Christophe, merci de m'avoir accueilli. Pas de problème. D'avoir répondu à mes questions, mais c'est pas que les miennes, parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup que ça va aider. Ouais. Et puis, j'espère pouvoir partager un entraînement, un de ces quatre avec toi. Ouais, écoute, avec grand plaisir. Ouais. Tu me feras souffrir avec de la fonte et je te montrerai quelques outils de torture issus du CTS. D'accord. Avec plaisir. Ça roule. Écoute, merci. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis d'aller visiter son blog, etc. si vous avez des questions à lui poser. Et voilà. Allez, à plus. Bye. Bon entraînement. Salut à tout le monde. Bye bye.